J'ai rencontré un garçon formidable. Quand je l'ai vu juste en face de moi, j'ai ressenti ce frisson agréable qui te dit que l'amour te tend les bras. J'y vais. Attends, tu pars déjà? J'ai rendez-vous avec une fille. Il n'y aurait pas une histoire là-dessous? Tu poses trop de questions, François. Quand le docteur m'a dit que j'étais séropos, que cette maladie, je l'avais dans ma peau, dans mon sang, dans mes veines, cette putain de gangrène, je pensais je suis mort, je pensais je suis mort. Je vois pas à quoi ça sert l'amour s'il y a la mort au bout. Je vois pas. Tu ne m'auras pas, je t'aime. L'amour, ça n'a jamais sauvé personne. Moi, j'y crois. Pas moi. La vie réserve ses surprises, des choses qu'on n'attendait pas. Souvent ce n'est qu'une bêtise, un amour qui vient, qui s'en va. Dis-moi qui c'est, j'ai le droit de savoir. Connard! Tu rencontres un garçon qui t'aime et tu lui offres ton amour. Tu sais que ce ne sera pas sans problème, que ça durera pas toujours. Donc ce garçon, je l'ai trouvé baisable, même mieux que ça, je ne vais pas te mentir. Ce beau garçon, je l'ai trouvé aimable, un de ceux pour qui mon cœur doit souffrir. Excuse-moi, c'est con, mais je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas moyen de se joindre. T'as un stylo? Je retiens. Voilà. Attendez. Pardon. Cher Olivier Ducastel et Jacques Martineau, votre premier film ressort actuellement sur les écrans français. Ce film, Jeanne et le garçon formidable, me touche et me bouleverse à plus d'un titre. En effet, faire un film sur un sujet aussi grave que le sida sous forme de comédie musicale, dire de façon aussi magistrale et en même temps aussi enlevée que le sida peut toucher aussi bien les homosexuels que les hétérosexuels, que le fait de courir le risque d'être séropositif peut toucher tout le monde, semblait vraiment novateur en 1998, l'année de sortie de cette œuvre, même si auparavant il y avait eu Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Cette œuvre, votre film pouvait choquer les bien-pensants, pour reprendre le terme utilisé par Bernanos, et en même temps, il s'agissait d'une véritable prise de conscience pour beaucoup, et je dirais même que ce film a peut-être permis de sauver des vies. Porté par des acteurs merveilleux, je n'en citerai que trois, Virginie Ledoyen, Mathieu Demy et Jacques Bonafé. Faire cela sous forme de comédie musicale semblait un pari audacieux, courageux et risqué pour un premier film. Et maintenant, voilà que 25 ans après sa sortie, ce Jeanne et le garçon formidable s'avère tout aussi touchant à notre époque. En même temps, par rapport à énormément d'éléments, il s'agit d'un véritable document révélateur du passage du temps, un document d'époque. Alors personnellement, à part une ou deux petites choses sur lesquelles je ne vais pas épiloguer qui m'étonnent un peu, je suis ému aux larmes en le voyant et je ne m'en lasse pas. Virginie Ledoyen est tout simplement charmante, délicieuse, craquante, ravissante, telle une coupe de très bon champagne. Mathieu Demy est bouleversant, Jacques Bonafé également. Dans votre film, deux chansons que je n'ai jamais cessé d'écouter depuis 1998 et qui font partie du patrimoine des chansons que j'aime le plus. Il s'agit de La vie réserve des surprises et de Je n'aimerai plus que toi, les deux chansons me serrent le cœur. Il y a beaucoup d'autres chansons aussi, certaines graves, d'autres emplies d'optimisme et de joie de vivre. La filiation renforcée par la présence de Mathieu Demy en fait de façon évidente un poignant hommage à ce grand cinéaste qu'était Jacques Demy. Alors, une première question, parlez-nous de votre admiration pour Jacques Demy. Il commence. Ouais. Je commence. Mon admiration pour Jacques Demy, elle remonte vraiment à la période où j'étais à l'université, donc à la sortie de Une chambre en ville en 1982, je pense. Et vraiment, je connaissais à l'époque Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et peut-être que j'avais déjà vu Lola. Je pense que j'avais déjà vu Lola, mais peut-être que j'ai vu Lola juste après. En tous les cas, voilà, j'avais une cinéphilie de garçon de province qui avait peu regardé la télévision, donc j'avais beaucoup de lacunes. Mais en tout cas, voilà, autour de la sortie d'Une chambre en ville, il y avait eu pas mal de travaux éditoriaux, des numéros spéciaux de certaines revues de cinéma. Donc j'ai découvert en fait ces films par des textes avant de pouvoir les voir. Et cette admiration, elle s'est développée en fait au fur et à mesure de mes années d'études.
Et elle s'est exprimée une première fois, en fait, quand j'étais à l'école de cinéma à l'IDEC, puisque pour mon film de fin d'études, j'ai fait un film très court, d'une dizaine de minutes, qui est entièrement chanté, un peu dansé, et dans lequel il y a déjà Jacques Bonafé, et aussi Christiane Millet, qui joue une des deux infirmières, l'infirmière blonde, celle qui lui dit il vous aime beaucoup, il a besoin de vous, prenez soin de lui, quelque chose comme ça, j'ai un peu déformé la C'est réplique. ça. Et puis l'autre protagoniste de ce court-métrage, c'est Anne Alvaro, une comédienne qu'on aime beaucoup, avec qui on n'a pas encore travaillé, mais avec qui on espère bien arriver à travailler prochainement. Vous voulez dire quelque Alors, chose? Allez-y, Monsieur Martineau. je voulais pour moi Jacques Demy. Alors, je ne vais pas recomposer le réel. Pour moi, ça a longtemps été Peau d'âne, euh, mais que je regardais avec des amis comme un film un peu kitsch qui nous faisait beaucoup rire et qu'on regardait beaucoup. Et je ne suis pas très sûr que j'avais compris à l'époque que Jacques Demy, c'était Les Parapluies, Les Demoiselles, dont je connaissais des mélodies, mais que j'avais jamais vues. Hein. Là, j'avais 15-16 ans, je parle de ça. En fait, Jacques Demy, pour moi, il est arrivé dans ma cinéphilie directement par les salles, parce que j'ai vu ses 2 derniers films en salle. Et là, j'ai connecté, j'ai compris que ce type qui venait de faire Parking, en fait, c'était lui qui avait fait tous ces films avant que je n'avais pas vu, mais je connaissais de réputation. Et je me souviens très bien que le 2e film de lui que j'ai vu, en fait, c'est Lola, que je suis allé voir au Balzac avec une amie qui m'a dit, il y a un film de Jacques Demy. Au début, quand elle m'a dit que c'était pas chantant, j'étais déçu, et puis je suis sorti complètement émerveillé. Et je crois que c'est à partir de là vraiment qu'il est entré pour moi dans un panthéon qui était vraiment un panthéon de grands réalisateurs et pas juste du type qui avait fait ce truc kitsch et très rigolo, mais qui en fait est un très très beau et très grand film, Le Peau d'âne. Voilà. Et Et du coup, après, bah, pardon. Du coup, je me suis un peu arrêté. Non, non, mais du coup, c'était juste pour dire que grâce à ce court-métrage de fin d'études, j'ai rencontré Sabine Mamou, qui était la monteuse de Jacques Demy, et que grâce à Sabine, et parce que j'étais très déterminé, j'ai travaillé comme assistant monteur sur 3 places pour le 26. Donc, c'est vrai que le fait de voir, de participer au montage de 3 places pour le 26, de voir Jacques Demy un petit peu travailler en plateau, euh, et d'avoir fait ce court-métrage, en fait, ça a créé une chose un peu. Bon, ça a évidemment, comment dire, augmenté en fait mon admiration pour lui, parce que c'est vrai que c'était un homme vraiment bienveillant, passionné par son travail, euh, très généreux aussi dans sa façon voilà, de travailler avec les collaborateurs. Enfin, j'ai vraiment de très bons souvenirs du temps passé, de l'avoir regardé travailler avec Sabine. euh, et, euh, et ensuite, s'est posé la question de savoir effectivement qu'est-ce que je faisais de cette admiration. Et avant de rencontrer Jacques Martineau, j'étais un peu hésitant. C'est-à-dire, j'avais écrit moi-même un long métrage qui était d'inspiration de mi, mais qui était beaucoup moins, qui affirmait beaucoup moins clairement l'admiration, enfin, qui reprenait moins clairement par exemple, qui assumait pas aussi clairement la comédie musicale. Il y avait des chansons, mais c'était pas une comédie musicale. Enfin voilà. Donc, le fait de faire Jeanne et le garçon formidable, de proposer à Mathieu Demy de jouer effectivement ce personnage, qui en plus porte mon prénom, ce qui est quelque chose qui n'a pas été décidé parce que je suis associé au projet, mais qui est préexisté à mon arrivée sur le projet. C'est vrai que tout ça faisait sens en matière d'affirmation de l'admiration pour Jacques Demy et peut-être d'une volonté, effectivement, qui me paraît plus claire aujourd'hui avec la ressortie du film, de filiation artistique et d'expression de l'admiration inconditionnelle. Vu les films que Jacques Demy a fait, je les connais tous par cœur. J'avoue que j'ai un petit penchant pour Une chambre en ville. J'adore Une chambre en ville. Je sais qu'il y a une polémique là-dessus. Il y a des gens qui détestent ce film. Moi, j'adore. Mais je pense que Jacques Demy devait être un homme extrêmement humain et terriblement attachant. Absolument. Alors, je continue. Euh, Est-ce cette admiration pour Jacques Demy qui vous a donné l'idée et l'envie de faire une comédie musicale sur le sida, ou y a-t-il aussi d'autres facteurs qui ont présidé à la naissance de ce projet, et en ce cas, lesquels? Ça, c'est pour toi, Jacques. non, non. Enfin, oui, oui, plus exactement. En fait, le projet, il est quand même né du manque.
hein, c'est-à-dire du fait que Jacques Demy était mort et donc avec des amis, on discutait et on s'est dit que c'était quand même vraiment dommage que la France perde, enfin, ait perdu cet homme et surtout perdu cette tradition du cinéma musical qu'il avait tellement, enfin, vraiment mis en valeur. Enfin, c'est quand même lui qui a inventé un genre, pratiquement un genre à lui tout seul. Et effectivement, c'est de là que c'est parti, c'est de se dire, ce serait tellement beau de raviver en fait ce qu'il avait impulsé. Et voilà, ça s'est fait avec beaucoup de joie et mais ça n'avait pas été simple, mais voilà, ça s'est fait. Il y avait après, moi je suis un grand maniaque de chant lyrique, donc j'adore l'opéra. Euh, et ça me paraît tout à fait normal que des gens chantent pour s'exprimer, quoi. Donc il y a aussi une filiation. Et d'ailleurs, Demi aussi, enfin, on voit bien qu'il y a chez lui, il y a un amour de l'art lyrique et de l'opérette. Et pour moi, Une chambre en ville est aussi un de ses plus grands films, d'ailleurs. Et il y a, enfin, sans doute son plus grand, je trouve. Et C'est il y un a d'ailleurs chef-d'œuvre. et il y a dans le film, enfin, dans Jeanne et Gaston Fédable, des moments qui sont clairement, qui renvoient clairement à l'esthétique d'une chambre en ville et à l'esprit, enfin, à ce qu'il a osé faire, je trouve, avec le cinéma musical. Je pense qu'en 1998, tout le monde savait, mais peu de gens osaient dire que osait ouvertement dire en tout cas que Jacques Demy était mort du sida. En effet, ça restait, on va dire, un tabou dans le monde du cinéma. On le disait pas parce que Jacques Demy avait souhaité qu'on ne le dise pas. Du coup, sa famille, en particulier Agnès Varda, respectait ce silence. Mais en tout état de cause, le fait que Mathieu Demy soit dans le film, c'était une façon publique de le reconnaître, hein. Il pouvait pas le dire, mais il le reconnaissait. Voilà. Voilà. Donc, je continue. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Ducastel? Non, non, Jacques a raison, effectivement. Moi, je le savais, effectivement, puisque voilà, j'ai vu Jacques malade, effectivement, à la fin bah, déjà pendant le montage de Trois Places, il a dû effectivement s'absenter parce il était fatigué. Puis je crois que, je sais plus si c'est pendant le mixage. En fait, je crois que c'est pendant le mixage qu'il a fait un très court séjour à l'hôpital américain. Et puis, comme Sabine Mamou voyait que je comprenais pas, elle a fini par me dire, mais enfin, Olivier. Jacques Alcida. Et puis voilà, ensuite, dans les mois suivants, il parlait de faire un autre film et il disait qu'il était fatigué. Mais moi, j'ai pensé que c'était vraiment un secret bien gardé. Et quand j'ai rencontré Jacques Martineau et que j'ai lu sur la page de garde de son scénario à tous les morts à Jacques Demy et à tous les morts du sida, je lui ai dit, mais comment tu sais ça? Et bah là, il m'a dit, bah, tout le monde le sait, enfin, dans la communauté homosexuelle, en gros, tout le monde le savait, et puis les journalistes le savaient, mais effectivement, par respect pour la volonté de Demy, voilà, l'information n'était pas rendue publique. Et il a fallu attendre effectivement, bah, en fait, la mort de la mère de Jacques Demy pour que Agnès, effectivement, dans les plages d'Agnès, explique pourquoi elle a respecté, ce qui est normal d'ailleurs, la volonté de Demy. Et ce qui est très beau, je trouve, dans les plages d'Agnès, c'est qu'elle explique que non seulement il voulait pas le dire de son vivant pour lui, mais il pensait que c'était pas bien de le dire après sa mort. Mais c'est là où il était un peu naïf, qu'il faudrait pas non plus le dire après sa mort parce qu'on risquait ensuite de reprocher à la famille de l'avoir caché au moment de sa mort. C'est vraiment les idées. Enfin, ça raconte vraiment aussi, je trouve, quelque chose d'intéressant sur la stigmatisation des malades du sida à l'époque. Je pense que Demy était dans une très grande honte d'avoir le sida parce que c'est quand même quelqu'un, euh, je pense, pour qui on va appeler ça la bisexualité, avait quand même été quelque chose de, je pense, compliqué à vivre. Il était réellement bisexuel. Alors, permettez-moi juste un petit commentaire, juste une chose. Quand on voit les films magnifiques, extraordinaires qu'Agnès Varda a fait en hommage à Jacques Demy, je pense à Jacques Audenant, que les demoiselles ont eu 25 ans et l'univers de Jacques Demy, on comprend tout de suite à quel point ces deux-là se sont aimés. Et quand on pense à l'amour qu'Agnès avait pour Jacques, ça ne peut pas être un amour platonique. Ils ont certainement eu des rapports ensemble. Ils s'aimaient, ces deux-là. Et le petit banc qu'elle a mis du vivant demi à côté de la tombe, c'est tellement beau.
Vous Ils savez, sont, ma tante et ma grand-mère sont enterrées en face de la tombe de Demi et Agnès Varda. Très souvent, je vais chanter parce que je chante comme une casserole, mais très souvent, je vais m'asseoir sur la tombe de ma tante et de ma grand-mère. Je chante une chanson extraite du film de Jean-Yann. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Une chanson que chantait Ginette Garcin, qui était la chanson préférée de ma tante. Et à chaque fois, je dis très fort, c'est aussi pour vous, Jacques et Agnès. oui. Voilà, donc je continue. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Non. Martineau? Non, non. Bon, je continue. Voilà. Donc, ce film parle d'une association qui, depuis des années, a fait beaucoup pour la lutte contre le sida. ACT UP. Parlez-nous de cette association. Euh, alors, je dirais pas que le film en parle. Le film la met en scène. Hein. Bon, moi, j'étais membre d'Act Paris militant depuis l'automne 1990. Donc, j'y suis resté pratiquement, enfin, jusqu'à la sortie de Jeanne. Après la sortie du film, j'ai commencé à y aller moins. Donc, pendant 8 ans, quand même, ça fait beaucoup. Qu'en dire? Vous avez vu, tout le monde a vu 120 battements par minute. L'association, les gens la connaissent maintenant. Euh, voilà, on était animé par à la fois une forme de désespoir hein, de voir cette maladie décimer énormément de gens, beaucoup d'inquiétude, mais aussi une grande volonté euh, comment dire? Nous, on pensait sincèrement que beaucoup de choses sont une question de volonté politique, voilà, et que les pouvoirs publics ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et donc, on était là pour essayer d'obtenir que les pouvoirs publics s'intéressent un peu plus à cette maladie, un peu plus aux populations qui étaient touchées. Et je crois qu'on a assez bien réussi. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait, quoi, dans le panorama des différentes associations et chacun avait son rôle, en fait, dans cet, on va dire, écosystème militant. Voilà, devant un État qui était quand même très, très défaillant. Enfin, ça, c'est une évidence. Voilà. Avant de vous donner la parole, Monsieur Ducastel, pardonnez-moi, Monsieur Martineau, vous pouvez dire un petit mot du mal qu'ont fait Édith Cresson et Charles Pasqua? Alors, la pauvre Edith Crescent, j'ai été un peu méchant. En fait, euh, dans la chanson, donc la Java du Séropo, qui ressemble vraiment qui est vraiment d'une inspiration Act Up, c'est vraiment une espèce de tract d'Act Up que j'ai mis en chanson puis en musique. L'idée, c'était effectivement d'accuser les politiques, parce que ils sont quand même extrêmement responsables de la propagation de l'épidémie pendant la première décennie au moins. Et je m'étais dit quand même qu'il fallait pas taper qu'à gauche et à droite. Bon, il se trouve que j'avais besoin d'une rime en on, et donc c'est Edith Cresson qui, la pauvre, est restée tellement peu de temps au gouvernement et qui a longtemps été la seule femme première ministre que du coup après j'en ai eu presque un peu des remords. Mais le fait est que il y en a qu'une seule, on le sait bien, il y en a qu'une seule qu'on peut épargner, c'est Michel Barzac, qui malheureusement était de droite, mais qui a été un ministre de la Santé qui a fait des choses vraiment très importantes. Tous les autres et y compris jusqu'à Simone Veil, hein, dont tout le monde dit le plus grand bien, ont été des gens très attentistes, qui refusaient d'agir parce qu'il s'agissait de parler de sexualité, qui au fond d'eux-mêmes étaient quand même souvent un peu homophobes, et donc très gênés à Simone Veil, l'idée. ça m'étonnerait qu'elle ait été homophobe. J'imagine pas a priori Simone Veil homophobe. Elle était à la manif. Elle a salué les gens de la manif pour tous. Maintenant, moi, je ne l'ai pas rencontré directement, mais le problème, justement, c'est qu'à ACT UP, on n'avait pas de contact. Hein. On était en contact avec Philippe Douste-Blazy et Simone Veil est quelqu'un qui est resté très, très loin de ces questions-là et je ne peux pas dire qu'on l'a porté dans notre cœur. Je ne crois pas qu'elle ait été très attentive à ces Ce qui, questions-là. ce qui ne retire rien aux choses très bien qu'elle a faites dans Elle sa a vie. fait d'autres choses Et très bien, on lui mais a en le... rendu un très bel hommage, je pense, dans Né en 68 par Oui, rapport oui, Tout à à oui. fait, à- absolument. Voilà, mais bon, voilà. Enfin bref, donc voilà, il s'agissait quand même de parler des politiques, en particulier en ce qui concerne évidemment les contaminations des toxicomanes. Là, pour le coup, les politiques sont extrêmement responsables. Mais ils le seraient encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les politiques de répression, l'interdiction qui a été faite donc jusqu'à Michel Barzac de la vente libre des seringues, enfin toutes ces choses-là,
ont été la cause d'une contamination massive des personnes toxicodépendantes. Voilà, et ça, bah, c'est pas pardonnable, honnêtement, c'est pas pardonnable. C'est de ne pas être capable de dépasser des a priori moraux et idéologiques pour sauvegarder la santé des populations, moi, je continue à trouver que c'est impardonnable. Vous voulez parler un peu, Monsieur Ducastel? Non, non, Jacques a très bien, enfin, voilà, c'est bien qu'on alterne. Bon, j'ai une question aussi. Alors, ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est une question parce que je veux rendre hommage à deux personnes pour qui j'ai le plus profond respect et qui ont fait beaucoup, à mon sens, pour la recherche contre le sida. Que pensez-vous de ce que des gens aussi formidables, à mon sens, c'est le cas de le dire, que Pierre Berger et Lynn Renaud ont fait pour la recherche contre le sida? Mais le plus grand bien, je veux dire, dès que la société civile s'engage et des gens qui en plus ont une grande popularité ou beaucoup d'argent, hein, comme Pierre Berger, c'était bien. On n'a jamais rien demandé d'autre à ACT UP, hein. Le principe d'ACT UP, c'était de dire bah, qu'il fallait faire du bruit et que toute personne qui avait un tout petit peu d'aura médiatique devait nous aider dans cette lutte. Voilà, donc très bien, très Oui, bien. oui, moi je suis d'accord, effectivement. Et en lançant Tétu, enfin, je pense qu'il a quasiment financé intégralement Tétu au début, hein, Pierre Berger, Je Jacques. crois, oui, oui, oui. Euh, donc en créant un média gay qui avait vraiment la facture voilà, d'un magazine Luxueux. beau et jeune et moderne, dans lequel il y avait effectivement des pages santé, des choses très fouillées, des choses très documentées, qui donnaient vraiment accès justement à des gens qui étaient loin de Paris, loin d'Act Up, mais qui pouvaient, voilà, dans la France entière, effectivement, avoir accès à ces informations grâce à Tétu. C'était évidemment formidable. Et quant à Oui. Lynn Renault, effectivement, utiliser sa notoriété pour aussi bah, peut-être justement s'adresser à des personnes qui ne sont pas nécessairement homophobes, mais qui sont simplement, qui ignorent en fait exactement, qui sont dans une sorte de, voilà, de limbe sexuelle, je ne sais pas comment il faut appeler ça, enfin voilà, des gens qui ne sont pas ouvertement homophobes, mais qui pensent mais qui vont avoir tendance quand même à penser ou dire du mal des homosexuels sans vraiment réfléchir, sans se rendre compte que c'est proche d'eux, que ça peut concerner leurs enfants, leurs petits-enfants et tout. Et si une personne comme Lynn Renault, effectivement, qui est populaire, dans le bon sens du terme, dit que ça la touche et que c'est une horrible maladie, et ben, effectivement, c'est entendu par beaucoup de gens, pas par tout le monde en fait. J'ai le Oui, plus puis, grand respect et la plus grande estime pour Lynn Renaud. elle est venue, alors pas à l'enterrement, mais au moment du recueillement autour du cercueil de Klaus Welle, qui était le président d'acteur. Voilà, ça prouve aussi que c'est quelqu'un même si elle n'était pas toujours d'accord avec les positions d'Acte Paris, elle a reconnu toujours l'importance de notre rôle. Enfin, c'est voilà, parce que dans les acteurs de la lutte contre le SIDA, il y en a d'autres qui ont pris des positions un peu tranchées vis-à-vis d'Acte Up. Elle adorait Klaus, vraiment, elle l'adorait et elle était là, quoi. Donc voilà, non, non, beaucoup de respect aussi pour ce qu'elle a fait. Mais, même si je trouve ça normal, hein, voilà, je pense que tous les gens qui étaient un peu célèbres auraient dû s'emparer un peu de cette cause et, et, euh, et aider quand même. En tous les cas, Pierre Berger et Lynn Renaud ont eu le mérite de le faire. Voilà. Bon, je continue. Parlez-nous du choix des comédiens, surtout Virginie Ledoyen, Mathieu Demy et Jacques Bonafé. On va faire en ping-pong. Euh, Tu veux commencer par Virginie ou tu veux que je commence? Comme tu veux. Bon, alors je commence par Virginie, tu feras Mathieu et je ferai Bonaf. Bon, pour Virginie, c'est simple, hein. Le casting du film a été compliqué. On va pas revenir sur voilà la genèse du projet. À un moment, on s'est retrouvé dans une situation où le personnage avait été profilé plutôt début de trentaine. Et on avait rencontré pas mal d'acteurs et d'actrices dans cette tranche d'âge-là. Et puis, pour donc des raisons que je ne veux pas raconter parce que c'est trop long, on était arrivé à une situation de blocage, mais on avait vécu deux fois une situation voilà, comment dire, d'échec en fait, hein, sur des distributions possibles.
Et donc, du coup, en discutant avec notre directrice de casting, avec des amis, avec des agents aussi, parce que c'est l'agent, en fait, de Virginie Ledoyen, Myriam Bru, qui, parce qu'on avait rencontré une autre comédienne de son agence, nous a dit, mais vous devriez rencontrer Virginie. On lui a dit, mais non, Virginie a 20 ans, mais rencontrez-la, vous vous trompez. C'est une femme, c'est une jeune femme moderne. Elle n'a pas 20 ans. Enfin, vous allez voir, elle est très mature. Voilà. Et on a rencontré Virginie. Évidemment, on lui a envoyé le scénario, elle a lu le scénario, on l'a rencontrée. Et c'est vrai qu'elle nous a parlé avec une telle intelligence, une telle sensibilité du scénario qu'on s'est dit, effectivement, cette histoire d'âge n'est pas pertinente. C'est vrai qu'on avait beaucoup aimé Virginie dans La Cérémonie, le film de Claude Chabrol, dans L'eau froide et dans La fille seule, donc L'eau froide d'Olivia Sayas, La fille seule de Benoît Jacquot. Et c'est vrai que pour nous, en fait, aimer un acteur dans un ou plusieurs films et découvrir une personne finalement un tout petit peu différente de l'acteur qu'on a vu à l'écran, c'est vraiment un élément déterminant en fait de désir. Donc voilà, donc en fait on avait un désir très fort de faire le film avec elle. On a mis entre parenthèses la question de est-ce qu'elle chanterait, est-ce qu'elle chanterait pas en parlant avec elle, parce que Virginie nous a dit je sais que vous cherchez une actrice qui chante et moi je ne suis pas sûr d'avoir un niveau de chant suffisant pour votre film. Donc en gros, est-ce que vous acceptez qu'on se dise qu'on fait le film ensemble et puis qu'on voit effectivement au cours du travail si c'est moi qui vais chanter ou si on va me doubler. Donc du coup la solution au bout d'un certain temps de travail, effectivement, on a opté pour la solution du doublage et c'est Élise Caron qui la double. Voilà, mais le désir était très fort et il était en fait aussi lié à la rencontre qu'on a fait à peu près au même moment avec Mathieu Demy. Et donc là, je passe la parole à Jacques. Oui, alors Mathieu, bah, c'était à la fois très compliqué et très simple. Euh, il était pas dans la liste, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure sur la question de la maladie de Jacques Demy et le secret qui tournait autour de cette maladie. Il était évidemment pas dans notre liste. Voilà. Mais il se trouve qu'il avait tourné avec notre producteur, Cyriac Oriol, que évidemment Mathieu était au courant du projet, et donc il a dit à Cyriac, mais pourquoi il me rencontre pas? J'ai l'âge, j'adorerais faire ce film, pourquoi il me rencontre pas? Est-ce qu'il m'aime pas? Et bon, et ben, Cyriac lui a dit la vérité. Il lui a dit, écoute, ils veulent pas te rencontrer à cause évidemment de tout ça. Ça leur paraît impossible de faire jouer dans un film dans lequel le personnage est malade, séropositif et meurt, le fils de Jacques Demy, qui est mort du sida et que personne, enfin, voilà, dans le plus grand secret. C'est vrai que moralement, ça me paraissait pas possible. Et en fait, Mathieu a dit, bah, je veux les rencontrer, je veux leur parler, tout ça, voilà. Et donc là, on l'a rencontré dans un café à côté de la production. Il nous a dit qu'il savait depuis très peu de temps que son père était mort du sida, qu'il connaissait la vie affective et sexuelle de son père, et que c'était pour lui une raison majeure, au contraire, pour faire ce film. Voilà. Il a dit très bien, faisons passer des essais, passons des essais, voyons. Et effectivement, il était génial. Il a chanté, voilà, et ça faisait un magnifique couple avec Virginie. Et on s'est dit, ben, qu'ensemble, voilà, c'était très bien pour nous par rapport à notre amour pour Jacques Demy, et pour lui, c'était très bien aussi, voilà, par rapport à ce qu'il avait envie de dire sur son père et sur l'amour de son père, l'amour du cinéma de son père. Et du coup, bah, on s'est lancé dans cette aventure tous les trois. Oui, parce qu'on peut quand Voilà. même le redire, dans le cas de Mathieu Demide et Jack Bonafé, ils chantent avec leur vraie voix. Oui, Absolument. oui, c'est eux qui chantent comme tous les comédiens. C'est tous sauf Virginie. Et Bon, Bonafé, c'est plus facile, hein. voilà, et pour ce qui est de Jacques Bonafé, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Jacques, c'est un ami de longue date. En fait, au moment où on fait le film, bah, c'est 10 ans avant, il a joué dans mon court-métrage de fin d'études. Entre deux, le film que j'ai écrit, donc que je n'ai pas tourné, le rôle principal avait été écrit pour lui. Jacques m'avait vraiment soutenu, dit qu'il ferait le film, voilà, peut-être donner aussi quelques conseils, voilà, parce que effectivement, je n'arrivais pas à trouver de production. En tout cas, c'était quand j'ai lu le scénario de Jeanne et le garçon formidable, pour moi, François, c'était Jacques Bonafé. D'autant plus que bah, il avait l'âge du rôle, enfin voilà, enfin, c'était vraiment une évidence absolue. Et puis comme je l'avais effectivement je l'avais déjà fait chanter donc dans ce court-métrage de fin d'études. Voilà, je savais qu'il chantait, qu'il aimait bien chanter. Jacques, c'est quelqu'un qui fait les choses avec, toujours avec beaucoup de passion, comme ce qu'il peut faire aujourd'hui quand il s'intéresse à un auteur, voilà, quand il fait des lectures de poésie ou des choses comme ça. Donc, je savais que ça serait un François tout à fait
touchant. Et puis, je crois, Jacques, que l'idée te plaisait aussi parce que tu avais vu Escalier C. Enfin, tu avais dû voir d'autres films avec Bonafé, mais Non, non, mais Escalier C, qui était quand même, qui a été un grand film de notre post-adolescence, je vais dire. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. bah, en tout Mais cas, voilà. C'est un film, et Jacques avait fait Prénom Carmen avant, mais c'est vraiment le film, je pense, qu'il a fait vraiment, vraiment connaître auprès d'un public plus large. Et bah, voilà, donc surtout bah, c'était un rôle d'homosexuel quand même. oui, Donc, waouh, ça. Bon. voilà. Quelles étaient vos intentions et vos motivations essentielles à l'époque en faisant ce film et par ailleurs, qu'est-ce que cela représente pour vous que 25 ans plus tard, il ressorte? Euh, motivation essentielle. Faire pleurer. Euh, pardon? Oui, non, faire pleurer. Oui, oui, oui. Et C'était faire aussi. sourire en même temps, faire Bien pleurer sûr. avec un sourire. Oui, oui, bien sûr, euh, comme quand j'ai écrit ce scénario, j'avais jamais envisagé de faire du cinéma. Moi, voilà, je suis prof de lettres et puis je militais beaucoup à ACT UP, donc c'était pas mon univers. Et donc ce qui est une bonne chose. Je me disais qu'il fallait une bonne raison pour faire des films, quoi. C'est pas juste parce que c'est chic, parce que c'est chic. Il faut dire ce qui est. Euh, et donc, il me semblait voilà, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était peut-être plus radical à l'époque, parce que maintenant, j'ai appris d'autres choses dans mon rapport au cinéma et des raisons pour lesquelles je peux avoir envie de faire des films. Il fallait qu'il serve à quelque chose, ce film. Et servir à quelque chose, à l'époque, je pensais que c'était quand même pour parler du sida d'une façon différente. Voilà. Et en particulier de rappeler d'abord que c'est une maladie mortelle, mais qu'on peut s'en protéger. Donc, il n'y a aucune raison de mourir et qu'il n'y a il y a rien d'intéressant et de romanesque à mourir à 30 ans. Et quand je dis 30, parfois c'était beaucoup plus jeune de cette maladie. Donc, le film rappelle ça, mais que c'est pas pour autant qu'il faut pas être heureux, qu'il faut pas être libre, qu'il faut pas avoir une sexualité, qu'il faut pas aimer. Voilà. Donc, si le film est joyeux, en fait, dans mon idée, c'était au départ justement pour rendre la tragédie plus importante. C'est-à-dire que c'est plus les personnages sont joyeux, plus ils sont heureux, plus l'amour est beau, plus il est désirable, plus la mort du personnage d'Olivier devait, à mon sens, être cruel et donc servir comme avertissement, quoi. Voilà. Mais après tout, ça n'est jamais que love story, ce film. Enfin, c'est une histoire très classique de passion foudroyée par la maladie. Euh, la différence peut-être avec Love Story ou alors avec, je sais pas, la Dame aux camélias, hein, c'est que le sida était une maladie qu'on ne pouvait pas soigner, mais dont on pouvait se protéger, ce qui n'était pas le cas de la tuberculose, par exemple, et ce qui n'est certainement pas le cas des cancers. Donc, euh, donc voilà, il y avait ce désir militant. Après, très vite, il y a le désir aussi, je sais pas, même pour nous, de s'amuser, quoi. C'est quand même amusant de faire du cinéma. C'est comme, et on espère transmettre aux spectateurs cette jubilation, ce plaisir, voilà, quelque chose d'apporter aux gens. Ouais. Enfin, moi, j'adore aller au cinéma, donc si je peux faire en sorte que des gens aient envie d'aller voir des films et soient heureux de voir des films, je suis très content. Et c'est ça que vous en retenez 25 ans après, essentiellement, créer du bonheur et de l'émotion aux gens. Oui, oui, je pense que le fait de revoir le film 25 ans après, c'est-à-dire de l'accompagner de nouveau et de le revoir 25 ans après, sachant qu'entre deux, on a fait, on va dire, 8 autres longs métrages, avec parfois beaucoup de difficultés de production, puis ces 5 dernières années, plus de difficultés encore depuis le Covid, effectivement, à trouver des financements. Je crois que vraiment, ce qui nous motive, fait qu'on a encore envie voilà, de se battre, j'ai envie de dire, c'est de partager des émotions. En fait, je crois vraiment que ce qui nous motivait à l'époque de Jeanne, c'était de faire un film qu'on avait l'impression de ne pas avoir vu. De pas pouvoir voir de plus pouvoir voir entre guillemets parce que Jacques Demy était mort et ne ferait plus de comédie musicale, et puis de pas encore avoir vu un film sur le sida dans lequel euh,
on se dirait que la maladie, elle est là, elle est autour de nous, elle est proche de nous, qu'elle peut toucher tout le monde, comme vous le disiez au début. Et vraiment, je crois maintenant, avec le recul du temps et de l'expérience des autres films, que c'est plus le désir de partager des émotions, plus que de raconter une histoire, en fait, même si on essaye toujours de raconter une histoire, de bien la raconter. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose qui vient directement de l'univers de Jacques Demy. C'est-à-dire, Jacques Demy, vous savez, hein, il le dit, pour chaque film, il avait un projet émotionnel. Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film sur le bonheur, c'est un film qui veut rendre heureux. Peau d'âne, c'est un film pour, qui fait pour Rosalie Varda, en fait, et pour tous les garçons, mais encore plus les petites filles, mais bon, les garçons et les petites filles qui veulent rêver au monde des contes. Euh, Vous avez vu The Pied Piper que j'adore? voilà, On a tout vu. oui, oui, on a tout Ça, vu. j'en doute pas une seconde. C'était une Oui, oui, petite oui. Bah, plaisanterie. Vous devez justement, connaître tous ces films par cœur. le joueur de flûte, c'est plus étrange parce que là, pour le coup, je ne sais pas parce que c'est un film qui est beaucoup plus politique. C'est un film pour enfants qui est noir et très politique. Est-ce que c'est vraiment un film pour enfants d'ailleurs? C'est adapté d'un conte, mais enfin voilà, en tous les cas. Et nous, c'est moins clairement, peut-être, on peut peut-être pas toujours mettre le mot aussi clairement que pour chaque film de Jacques Demy, mais quand même, je sais très bien que quand on a fait Crustacés et coquillages, c'était pour faire rire. On voulait effectivement que ce soit un film qui mette de bonne humeur. Quand on a fait L'arbre et la forêt, euh, c'était vraiment un film sur. Alors, est-ce que je dois dire la nostalgie ou enfin, en tous les cas, le fait de voilà c'est l'histoire d'un homme âgé qui attend d'être âgé pour pouvoir dire à sa famille, à ses proches, à ses enfants, qu'en fait, son secret, c'est qu'il a été déporté enfin, qu'il a été en camp parce qu'il était homosexuel. Donc voilà, il y avait quelque chose, effectivement, c'était vraiment le sentiment de ce personnage qui s'appelle Frédéric qui nous importait. Et aussi le fait de raconter effectivement cet épisode, enfin, ces éléments historiques et voilà. Excusez-moi, mais il reste plus que 3 minutes parce que j'ai Pardon. pas la version payante de Zoom. Pardonnez-moi. Je Personne, suis Non, navré, personne. hein. Donc, ça va faire une demi-heure déjà. Vous permettez que je dise quelques mots de bien conclusion? sûr, absolument. Voilà. Donc, dans Jeanne et le garçon formidable, je vois un film grave et déchirant, mais aussi une œuvre qui chante et enchante la vie. Comme on dit des films de Jacques Demy, du cinéma enchanté. Finalement, on ressort de ce film en larmes, mais aussi en tout cas, en tout cas, et en ce qui me concerne, je peux vraiment vous assurer que c'est le cas. Moi, je suis ressorti plus fort et humainement meilleur. Et je crois que ce film m'a aidé à grandir et m'a beaucoup apporté dans ma vie. Messieurs, je vous remercie du fond du Merci cœur. beaucoup. Merci beaucoup à J'espère vous que j'ai pour pas trop dit de l'entretien. bêtises. Pas du tout. Enfin, et nous aussi, on espère qu'on n'a pas dit de bêtises. Ah non, c'était parfait. Merci pour cet entretien matinal. Et On reste en contact, messieurs. voilà. Sachez que je vous admire énormément. Merci à Au vous. revoir, messieurs. Merci. Au revoir.